Monsieur le maire, Madame, Messieurs, nous sommes ravis de vous accueillir ici pour une soirée dans le cadre du cycle La forme d'une ville consacrée à la Grande Motte. Grand projet de la mission Racine qui démarre en 1965, à un moment où le rapport à l'environnement était finalement assez différent et où la création d'une ville sur les marécages entraînait un projet assez radical, assez puissant, qui effectivement a marqué les esprits. Et on sait que l'architecte, on pourrait dire en chef de ce projet, Jean Balladur, fut à la fois évidemment architecte, mais aussi un grand urbaniste qui conçut une œuvre totale avec l'aide et l'appui de plus de 80 architectes qui travaillèrent de 1967 à 1983 sur ce lieu très particulier, en lien aussi évidemment avec des ingénieurs, des paysagistes, des artistes, pour créer l'image d'une ville dont vous nous reparlerez, Monsieur le maire, et vous aussi, chers amis experts de ce grand projet. En 68, les premiers habitants arrivent dans cette ville, et en 74, la Grande Motte devient une commune à part entière, finalement transcendant très vite son lieu de résidence estivale en un lieu de vie. Et ce soir, ce débat doit permettre aussi de répondre aux questions qui peuvent se poser sur la maturité finalement d'une ville nouvelle qui a 50 ans, comment actualiser, comment vivre dans une structure urbaine qui fut conçue à l'époque comme un ensemble fermé, un peu comme une totalité, quels outils accompagnent son évolution, comment la population se renouvelle-t-elle, comment vit-elle aussi dans un habitat qui lui-même peut changer, avec des usages aussi qui évoluent, comment les infrastructures résistent-elles, comment finalement vit-on la maturité quand on est, comme je le disais, une ville nouvelle. Donc pour répondre à ces questions à la fois complexes et passionnantes, puisque on sait que les communes nouvelles dites de banlieue, en tous les cas en périphérie de grandes villes, ont des solutions et des recettes. Elles sont forcément très différentes en bord de mer, et la Grande Motte est aussi pour ça un excellent exemple d'une réflexion sur une ville littorale, et en sachant tout ce que ça signifie aussi dans une période de changement climatique et d'évolution radicale donc du rapport à l'environnement. Et je suis très heureuse d'accueillir pour ces débats passionnants, et dont je vois qu'il a beaucoup mobilisé, donc Stéphane Rossignol, maire de la Grande Motte et président de l'agglomération du Pays de l'Or. Et je vous félicite, monsieur le maire, pour votre réélection, et vous pourrez nous dire aussi tous les projets que vous voulez mener, en lien avec François Leclerc, architecte urbaniste, lauréat du projet Ville-Port de la Grande Motte, le successeur donc de Jean Balladur, lourde tâche. Et nous sommes aussi très heureux de pouvoir accueillir Bernadette Blanchon, architecte des PLG, maître de conférence à l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, qui a développé de nombreux travaux sur le paysage et les paysagistes dans des 30 glorieuses. Et aussi Claude Pré-Lorenzo, sociologue et chercheur, qui travaille depuis longtemps sur un très beau thème qui nous avait mobilisé ici à la Cité il y a de cela quelques années, qui sont les villes maritimes et portuaires, moins balnéaires, mais qui a travaillé sur un ouvrage, L'aventure du balnéaire La Grande Motte, publié en 2000, donc nous sommes 20 ans après, 20 ans plus tard. Il y a 3 mousquetaires qui étaient 4, donc c'est parfait. Je vous cède la parole, et nous sommes ravis que vous nous emmeniez dans un voyage vers la Grande Motte. J'ai le droit d'enlever mon masque ou... bonsoir à tous et bonsoir à vous, monsieur le maire, puisque je vais vous demander un petit peu de commencer cette table ronde, parce que vous êtes maire, c'est votre 3e mandat, donc vous connaissez bien la Grande Motte. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu sur la Grande Motte actuellement? Oui, bien...
la présidente y faisait référence tout à l'heure, la Grande Motte est née d'abord d'un immense projet porté par le général de Gaulle au début des années 60 et qui était celui d'aménager le littoral du Languedoc-Roussillon, un littoral qui était un peu sauvage, où il n'y avait aucune station balnéaire touristique en capacité d'accueillir des touristes et les touristes qui n'allaient pas vers la Côte d'Azur, qui elle était déjà en grande partie aménagée, qui filaient vers l'Espagne pour des raisons souvent de pouvoir d'achat, ne pouvaient pas s'arrêter sur nos côtes languedociennes parce qu'il n'y avait pas de lieu pour accueillir ces touristes. Donc le général de Gaulle, avec l'esprit visionnaire qu'on peut lui connaître, on peut lui faire d'autres reproches, mais en tout cas, il avait cet esprit visionnaire de dire il faut aménager ce littoral. Il a donc créé, accompagné par la DATAR, qui était à l'époque présidée par Olivier Guichard, dirigée par Olivier Guichard, créé cette mission d'aménagement du Languedoc-Roussillon, et il a confié la présidence à Pierre Racine, qui était le directeur de l'ENA à l'époque, qui s'est vu confier cette mission d'aménager des nouvelles stations. Et on lui a donné une carte, et la mission était de créer 6 stations nouvelles, 6 stations entre la vallée du Rhône, la Camargue, et la frontière espagnole. Donc il a fallu trouver les lieux, les sites. La facilité a été souvent de créer une station à côté d'une ville existante. C'était le cas du Cap d'Agde, c'est le cas de Gruissant, de Port-le-Cat, qui déjà existaient avec des villages de pêcheurs souvent, et donc on a construit à côté. Mais la Grande Motte, on voulait à côté de Montpellier créer un site touristique. Donc il y avait à côté de Montpellier des marécages, du sable, des dunes et beaucoup de moustiques. Et c'est sur ce point de la carte que Pierre Racine a pointé son doigt et il a dit ici on va créer une station touristique. Et justement, et donc après, une fois qu'on avait défini les lieux de ces stations, il a fallu choisir les architectes. Oui, mais en fait, ce que je voudrais que j'aimerais bien que vous nous parliez de la Grande Motte actuellement, enfin, un panorama rapide de ce qu'est la Grande Motte, le nombre d'habitants, D'accord. Alors, donc, à la base, pour la voit tout de suite telle qu'elle est. La Grande Motte avait une vocation uniquement d'être une station touristique. Elle n'avait pas une vocation à devenir une ville permanente, puisque on a construit beaucoup de logements et beaucoup de studios, 9000 studios aujourd'hui. Donc, il fallait accueillir un maximum de touristes, puisque aujourd'hui, on peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes à la Grande Motte. C'est ce que vous accueillez chaque année? Donc, c'est ce qu'on accueille en plein été, en effet. Donc, mais au fil des années, la proximité de Montpellier, de Nîmes aidant, la station touristique est devenue une ville touristique et aujourd'hui une ville permanente avec 9000 habitants à l'année, mais souvent beaucoup plus en fin de semaine, puisqu'il y a beaucoup de résidents secondaires qui habitent à proximité, Montpellier, Nîmes, Avignon, et qui viennent donc passer les week-ends tout au long de l'année. Et donc, ce qui fait qu'on monte facilement certains week-ends à 15-20 000 personnes. Mais la population INSEE, celle qui est mesurée, est aujourd'hui de 9000 habitants. Et je le disais, donc l'été, on est en capacité d'accueillir plusieurs dizaines de milliers de touristes et on peut aller jusqu'à 100 000 touristes en plein cœur de la saison d'été. Et c'est une ville qui est en phase d'extension actuellement? Alors aujourd'hui non, puisqu'elle est malheureusement ou heureusement, la volonté de Jean Balladur a été aussi de faire une ville architecturale, mais une ville verte. Et il s'est battu contre les promoteurs pour préserver de nombreux espaces verts, puisque 70% de la surface de la Grande Motte est constituée d'espaces verts, ce que beaucoup de critiques aujourd'hui ne savent pas ou ne relèvent pas. On a longtemps souffert de cette critique de la bétonisation. C'est vrai, Balladur a fait du béton, s'est servi du béton parce que c'était un matériau qui était le moins cher à l'époque, le plus malléable pour faire ces pyramides, ces immeubles en forme de pyramide ou de bonnet d'évêque ou de conque de Vénus. Et il a aussi voulu des espaces verts. Et donc les promoteurs ont vu leur échapper beaucoup d'hectares de terrain. Et donc aujourd'hui, par la position géographique de la Grande Motte, nous sommes délimités par la mer Méditerranée, un étang, l'étang de l'Or, par la proximité de nos voisins du Gros-du-Roi, avec Port-Camargue, et puis aussi par un PPRI qui nous contraint. Il y a plus beaucoup de possibilités d'extension, si ce n'est le projet
que j'ai souhaité, que j'ai voulu, le projet Viport, et donc un projet pour lequel on a organisé un concours et dont l'attribution de ce concours a été faite à François Leclerc. Merci. On va revenir en arrière et puis après, vous pourrez nous expliquer la politique que vous suivez justement pour le développement de la Grande Motte. Et pour cela, je crois que une grande partie du public connaît l'historique de la Grande Motte et on va plutôt se tourner vers des relectures. Donc Claude Prelorenzo, vous avez en 93 écrit un article avec Antoine Picon sur la Grande Motte, donc déjà il y avait une distance temporelle. Puis vous avez écrit un ouvrage en 99 et ça vous a permis de découvrir d'autres aspects de la Grande Motte, je crois plutôt d'une qualité urbaine que vous aviez peut-être un peu sous-estimé au départ. Et on pourra avoir aussi une relecture de la part de François Leclerc, parce que on vous confie en 2018 un projet pour l'agrandissement du port. Et j'imagine que vous êtes rentré dans les cheminements de pensée de Jean Balladur, dans ce qui a fait son inspiration, dans la géographie qu'il a voulu privilégier. Et donc, si chacun d'entre vous pouvait un peu nous faire part de vos relectures. Je ne sais pas qui veut commencer, parce que je crois que vous êtes vus à ce propos. Et en tout cas, celui qui a les photos, c'était vous. Vous pouvez voir des images ? Bah oui, oui. Alors oui, je vais montrer quelques images qui illustrent ce que vient de dire Madame la Présidente et Monsieur le Maire. Je ne sais pas si on... Oui, moi je vois. Ah, c'est moi qui bouge en plus, c'est des lunettes. Sinon, je fais un peu de... Pardon ? Non, ça va. Voilà, alors, dans cette illustration que je... Ah, ça marche pas, merci. Voilà. Alors justement, je fais que montrer des images qui illustrent les propos précédents pour dire qu'effectivement, c'est une ville qui, pour beaucoup, dont moi, est extraordinaire parce que c'est une ville témoin d'une époque, d'une époque un peu glorieuse, où la planification était considérée comme une grande qualité. Ça revient légèrement maintenant. Là, la planification redevient à la mode depuis peu. Donc c'est une chose un peu exceptionnelle qui était portée effectivement par des grands commis de l'État, des hauts fonctionnaires, et c'était sans doute assez enthousiasmant. Je montre la Défense là pour dire qu'effectivement cette planification s'adaptait de manière très large territorialement et que finalement le travailleur qui était là devait aller se reposer sur des côtes françaises et ne pas aller systématiquement sur la Costa Brava. Donc là, je montre aussi l'engagement de tous ces politiques, tous ces hauts fonctionnaires qui étaient là très engagés par rapport à ces immenses travaux. Donc ces grandes présentations. Je pense même que c'était pas totalement du goût du général de Gaulle. C'est une architecture qui devait pas être dans ce goût, mais il était partant pour une aventure, comme Pompidou l'a pu être pour Beaubourg, bien que ça correspondait pas à ce qu'il souhaitait. Donc c'est cette volonté. C'était une volonté aussi qui était relayée par les médias, un enthousiasme, j'allais dire assez populaire. Donc l'idée d'une Nouvelle-Floride, de dire que cette côte avec ses 183 kilomètres de long, ces 6 stations à venir, c'était un grand engagement national. Donc c'était extrêmement puissant. Je raconte ça parce que finalement tout ça a été porté par l'enthousiasme. Alors, effectivement, il y a cette mission dans laquelle il y a un avant-projet global qui avait été réalisé par Candilis. Il y a des grands noms là-dedans. Candilis avait fait une sorte de projet global pour savoir comment installer ces six stations. Ensuite, il y a eu Racine. Il y avait aussi d'autres personnages très puissants, des idéologues ou des gens qui ont pensé réellement cette notion d'aménagement du territoire à grande échelle. C'était bien sûr Guichard, c'était Philippe Lamour,
qu'on oublie toujours, mais qui était un avocat, qui était le grand idéologue de cette notion d'aménagement territorial. Donc là, c'est cet aménagement à grande échelle avec cette carte qui est très belle, parce que finalement, avec ce côté en éventail, ça montre différentes vocations de cette cause, selon qu'on parle des réseaux, de la notion de paysage ou de la notion d'aménagement plus précis. Donc effectivement, c'est une notion d'installation peut-être assez sommaire au début du point de vue principe, c'est-à-dire il y a une autoroute avec une sorte de notion de piquage. Ça, c'est les schémas originels de dire que avant tout, c'est très fonctionnel, c'est autoroutier. Ça vient de Paris en l'occurrence, ces autoroutes. C'était la Neuve qui est arrivée plus tard, et ensuite on se pique et on va vers ces stations. Là, je reprends les dessins de Paris Match qui montrent cet enthousiasme qu'on a vu. Enfin, ces images, les Paris Match a souvent été très à même de célébrer cette modernité. On l'a vu pour la Défense, on a vu pour les Halles, etc. Donc c'est un bon témoin de l'époque, avec un imaginaire qui est l'illustrateur de Paris Match. Je reviens là-dessus. Et puis je montrais quelques images qui montraient ce qu'était cette grande motte. Donc c'est un lieu de vie. Comme ça, c'est pas nous le montre, c'est un domaine, avec une plage, un endroit assez presque inhospitalier. Là, c'est pas la Vasse qui a été peint par Courbet, mais ici, cette photo, j'aime bien parce qu'on sent la présence des moustiques, de la chaleur, de l'humidité, etc. Donc les quelques... Alors voilà, les premiers aménagements, c'est virer les occupants, c'est les moustiques. Donc c'était fait en très grande quantité. Et puis le début de l'aménagement, c'était effectivement ce sol qu'il fallait réinventer, c'est-à-dire ce sol qui a été surélevé de 2 mètres. Donc c'est un travail considérable qui était une sorte d'excavation par rapport au port, excavation par rapport à l'étang de l'or qui était l'objet d'une drague lourde, on pourrait dire, pour remettre de la terre sur l'ensemble du site et de surélever l'ensemble de 2 mètres. Donc assez rapidement, il y a eu cette communication qui s'est faite, ça, la publicité qui venait. Mais pour raconter la manière dont s'est fait la Grande Motte, c'est avant tout une histoire d'hydrologie, enfin d'air et d'eau. C'est-à-dire cette carte des vents qui est beaucoup plus ancienne montre comment Balladur, entre autres, grâce à un ingénieur puissant et fort qui s'appelait Vian, comme Boris Vian, a inventé cette trame à 30-60, grosso modo, parce que il y avait une protection très subtile à faire, autant par rapport au port que par rapport à la ville. Donc toute cette trame un peu étonnante, qui marque toute la première partie de la ville dense, et ensuite tout ce qui est plutôt en arrière par rapport à tout ce qui est villa, c'est organisé selon des éléments très rationnels, très évidents de la nature, des éléments naturels, l'air et l'eau, la puissance du vent, la puissance des vagues, la puissance du courant. Donc ensuite, effectivement, au début, il y a eu un port. C'est-à-dire que c'est le port qui a inventé cette ville, qui a organisé cette ville du point de vue de sa géométrie. Donc le port a été l'objet de travaux extrêmement puissants. C'était, je le répète, ce que on peut aimer dans cette époque, c'est de la notion d'investissement très lourd. L'argent était presque facile. Donc ce port était là, s'est installé. C'est d'abord un port avec un certain nombre d'anneaux qui étaient possibles. Et puis ce port s'est installé, et en même temps, il y a eu cette notion de paysage qui était un paysage utile. C'est-à-dire, on est très marqué par cette quantité de végétation, puisqu'il y a entre 30 000 pins et beaucoup d'autres essences. Mais avant tout, c'était pour stabiliser le sol par rapport à une nature du sol qui n'était pas très stable. Donc il y a eu un travail considérable. Enfin, peut-être que Mme Blanchon, en tant que paysagiste, pourra en parler de manière plus précise. Mais c'est un travail très fort. Et une fois que le port a été installé, le sol surélevé, le port installé, la nature étant là pour stabiliser tout ça, les constructions ont pu s'installer et ont pu monter. Donc ici, on voit ce paysage un peu étonnant, presque un peu désolé, avec ces structures qui montaient. Mais tout ça s'est passé très rapidement. À l'échelle de la construction que l'on connaît actuellement, tout ça était rapide. Ici, c'est justement intéressant parce que c'était le début du port, c'est-à-dire il y avait presque rien, mais déjà les bateaux étaient là. C'est-à-dire le port en tant que relation active à la mer a été mis en évidence très vite. Et puis à droite, on voit le sujet qui nous intéresse actuellement, c'est-à-dire la zone d'activité. Donc je continue, on voit la zone d'activité qui est en bas.
qui est là où on fabrique les bateaux, où on fait plein de choses, etc., autour de l'activité nautique, et puis les immeubles qui s'installent au fur et à mesure. Alors tout ça, ça s'est fait dans un plan très large qui était précurseur par rapport au plan littoral. Finalement, il y avait une sorte de respect, enfin de mise en évidence du patrimoine naturel. C'est-à-dire on construisait, mais on préservait. C'était pas, c'est-à-dire c'était une vision globale. C'était pas juste de l'urbanisation de manière opportuniste par rapport aux zones un peu disponibles, mais c'était un grand sujet. Et d'ailleurs, autour du paysagiste Pierre Pillet, il y a eu un cahier des plantations, qui est une sorte de cahier des charges pour savoir quelle essence utiliser, comment les planter, quel sol était en considération avec telle plante, etc. Donc il y avait un vrai cahier de plantation. C'est-à-dire il y a eu un rapport à toutes les échelles aussi, comment dire, précis entre le construit et la nature. La nature a été pensée très fortement, le vide a été pensé très fortement. Donc là, toujours dans cette notion de paysage précurseur presque de cette installation, de ces constructions. C'est un dessin de Pierre Pillet qui est très révélateur de ce qu'il imaginait. C'est-à-dire comment des constructions, c'est fait en relation bien sûr fortement avec Balladur, comment des constructions pouvaient être protectrices par rapport à la végétation. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a cette dualité, quand on a une espèce de perception, une image de la Grande Motte, il y a toujours le port qui a un côté très minéral, très béton, j'allais dire, et à l'arrière, extrêmement végétal. Donc c'est de regarder comment ces immeubles, selon son expression, pouvaient peigner le vent, le ralentir, et dire qu'effectivement, ça protégeait tout ce qui était à l'arrière. Donc effectivement, là, on voit cette notion de végétation extrêmement puissante, très importante, très quantitative. Là, je vais très rapidement parce qu'on voit que ça fonctionnait, ça marchait très bien. Ce sont des arbres de 50 ans. Donc voilà l'état actuel, avec en plus de ça des parcours tout au même niveau, des parcours très très agréables, un mélange des fonctions qui était une vraie volonté de Balladur. Voilà, et ici c'est la végétation, même côté mer, donc du côté du couchant, de la plage du couchant, la végétation qui a été très agréablement utilisée. En plus ça, il y a un entretien de la part de la ville qui s'est toujours fait et qui est vraiment exceptionnel par rapport à ce qui se passe. Donc je montre ces images de la nature, qui est vraiment la vraie personnalité de cette ville. On regarde un peu trop les formes et pas assez la nature, qui est vraiment l'essence même de cette ville. Donc voilà, y compris ces petits passages, ça c'est des passages que j'aime beaucoup, qui sont une espèce de limite entre des maisons individuelles à droite et les copropriétés à gauche, pour montrer la qualité jusqu'à la plage. Donc voilà, cette ville en même temps au premier plan, vous voyez bien sûr beaucoup de végétation, ces maisons tapies dans la végétation, et ensuite c'est cette ville presque protectrice par rapport au vent. Et ici c'est donc la mer, le port, les immeubles protecteurs, la forêt et l'étang de l'Or. Structure assez simple. Voilà, donc Balladur, lui, il a été choisi par Racine. C'était comme il n'y avait pas de concours, c'était vraiment une relation assez précise, assez intime entre Racine et Balladur, qui était assez jeune, dans lequel il y a une grande confiance pour faire tout ça. Alors il y a un imaginaire autour des pyramides qui peut être, comment dire, une rencontre de beaucoup de sujets. C'est-à-dire il y a l'influence d'Atsek, parce qu'il disait avoir beaucoup voyagé là-bas, avoir été très marqué par ça. Il y a l'influence de Brasilia, qui était au même moment quelque chose de très fort et qui était une sorte de rupture presque formelle par rapport à ce qui se pratiquait. Il y avait une volonté de la part de Balladur, vous me reprendrez Claude si je me trompe, mais d'être un peu en rupture avec une logique un peu stricte des Siam. Donc il voulait se démarquer par rapport à ça, être dans une modernité un peu différente. Il y avait cet objet presque technique de dire cette protection au vent nécessite d'avoir ça, donc on est protégé au sol, mais plus on monte, plus on a de l'air, plus on a des vues, et tout le monde a des vues, c'est presque un objet technique de regard sur la mer. Et puis il y a aussi le sujet que la pyramide est un objet assez évident par rapport à la constitution de la terrasse. Donc c'est le rapport intérieur-extérieur des
des différents logements. Donc ça, c'est l'imaginaire. Donc il a construit les pyramides assez rapidement, mais c'était un architecte en chef très fort, très puissant, très consistant, même assez sévère, d'après ce que j'ai compris. Et il a été suivi par 80 architectes, par énormément d'agences qui ont tous été dans son sens, dans ce cahier des charges, et qui ont fait des bâtiments pour certains exceptionnels. Il y en a un qui est bizarre, c'est l'hôtel qu'on trouve là, que Balladur a fait contre son gré. Le groupe Accor ne voulant pas des pyramides. Donc après de grandes résistances, il a dû faire ce bâtiment-là. Mais voilà, donc ici on trouve cette notion de ville simple, facile, agréable, la voiture, la mer, le port, l'habitation, donc un hédonisme absolument évident, quoi. Là, j'aime bien toutes ces images un peu d'époque, une espèce de plaisir simple que l'on voit là. Je vais rapidement. Il y a des joyaux, comme ce bâtiment-là, qui est extraordinaire, où la pyramide trouve tout son sens, c'est-à-dire que la terrasse n'est pas que sur les tranches, c'est démultiplié. Donc il y a des bâtiments absolument exceptionnels. Il faudrait vraiment les caractériser, les montrer plus, etc. Tellement ils sont différents. Ben voilà. Ça, il y a pas que les pyramides, il y a les conques. Ça, c'est le quartier féminin, qui est le quartier du couchant. Enfin, on va pas rentrer dans le détail exactement de tous les quartiers. Mais voilà. Alors là, c'est juste pour une rupture, pour montrer quelle est notre intervention. C'était une consultation, effectivement, où la demande était la création de 400 anneaux supplémentaires dans un port, une réflexion sur les espaces publics, et puis de nouvelles constructions, c'est autour de 500 logements, permettant de réaliser tout ça et de continuer la vie architecturale et urbaine de la Grande Motte. Donc ça, vous voyez la ville telle qu'elle est et le port tel qu'on l'a imaginé. C'est-à-dire, l'idée, c'est de construire un bassin, de reconfigurer les plages en fonction de ça, et d'inventer une sorte de presqu'île qui s'appelle la presqu'île Baumel. Je n'ai pas de pointeur, donc tout ça n'est pas très facile. Si j'en ai un, voilà, la presqu'île Baumel, sur laquelle va s'installer tout ce qui est de l'ordre de la technique nautique qui se trouve actuellement ici. Il y a une petite zone artisanale qui est là et qu'on déplace ici, mais en la réduisant de manière assez considérable. Et donc, on installe des nouvelles places pour les bateaux ici, des nouveaux anneaux, et ainsi que la reconfiguration de toute cette partie-là. Donc, si vous voulez, ça c'est pour expliquer très simplement qu'on reconfigure, on redessine, on refait cette jetée qui se trouve ici, qui actuellement est comme ça. Cette jetée est surélevée de 2 mètres et sera effectivement efficace par rapport à certaines vagues submersives, par rapport à toutes les vagues submersives. Donc c'est un sujet qui était nécessaire par rapport à la protection de la Grande Motte dans les événements que l'on considère à venir. Et ici, on propose cette prolongation de jetée dans l'axe de ces voiries ici, pour dire que finalement, il y aura une promenade pour aller jusqu'au bout par rapport à la partie de jetée qui existe là, pour avoir un point de regard exceptionnel sur la ville. Et ensuite, effectivement, il y a cette grande promenade d'1,5 km qu'on appelait la balade, en hommage à Balladur, qui fait qui reconfigure tous ces espaces publics ici, qui étaient à l'origine extrêmement automobiles et qui le sont encore actuellement, très prévus pour les voitures. Donc ici, ça montre effectivement ce que je viens de dire, la plage qui vient mourir sur cette jetée, cette nouvelle plateforme avec la halle nautique qui se trouve là, ici la promenade avec des places, avec des nouveaux usages, et qui vient jusqu'à l'autre plage qui est ici. Donc le port était l'essence même de cette ville par rapport à cette création. Donc réinventer cette ville, c'est ou regarder d'une nouvelle manière cette ville, c'est repartir sur le port comme élément de mutation. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est juste quelques schémas qui montrent les choses, ça c'est l'état actuel, c'est-à-dire on a 10 mètres de voirie, 40 mètres de parking et 11 mètres de quai. Effectivement, quand on se promène, on ne voit pas du tout le port, ni les bateaux, ni la plage, enfin ni le port, quoi. Donc c'est savoir comment on va reconfigurer tout ça, et finalement, excusez-moi. Finalement, c'est ce que l'on propose en haut, c'est-à-dire il y a une voirie qui est beaucoup plus large, un parking paysager, parce que notre vocation, notre souhait, c'était de réintégrer de la nature sur le port,
parce que c'est comme un endroit qui est comme extrêmement marqué par la chaleur, l'ensoleillement, etc. Et qu'on regarde les quelques arbres ou les arbres qui ont été plantés à l'époque de Pierre Pillet, effectivement, ils ont résisté, contrairement à ce qu'il imaginait qu'il pouvait y avoir des fragilités. Donc, c'est savoir comment est-ce on va pouvoir augmenter cet espace naturel. Donc, ça nécessite aussi un nouveau regard sur la voiture, sur les mobilités douces, sur la bicyclette, etc., etc. Donc, on invente d'autres processus de circulation dans la ville, et entre autres un report de parking qui serait un peu plus loin, mais toujours dans une proximité de 5 minutes par rapport au centre. Donc, c'est un vrai transfert par rapport au parking qui est un peu omniprésent actuellement sur le port. Donc, là, ça montre l'état actuel. Là, c'est des dessins un peu techniques qui montrent les nouvelles places pour la mobilité. Mais vous voyez dans ces dessins, effectivement, la place de la voiture qui est très présente, sachant qu'il y a la voiture plus les parkings. Donc, c'est tout le sujet de la réduction de la partie parking. Je vais aller rapidement là-dessus. Donc, on travaille avec Dirmin comme paysagiste. Et ça, on trouve. Alors, on est en train de faire un cas des charges par rapport aux plantations correspondant au cahier des charges de Pierre Pillet, pour rester exactement dans le même principe. Donc là, c'est juste pour montrer la zone nautique, la zone artisanale qui se trouve ici, à cet endroit-là, qu'on va déménager. Et donc, avec maintenant la plage, exactement vue du même endroit, la plage qui va venir et se transformer en promenade à cet endroit-là, avec des constructions qui prendront la place de la partie artisanale nautique. Alors ici, ça montre effectivement quelques dessins qui ont été faits pour les différentes concertations, parce que je parlerai des concertations très rapidement tout à l'heure, mais c'était extrêmement important dans la marche en avant de ce projet. Donc ça, j'ai évoqué la plateforme Baumel. Donc, on creuse, on invente une plateforme en creusant le nouveau port qui recevra les 400 anneaux. Il y a une égalité par rapport au sol. Et donc, dans cette installation-là, on installe les parties techniques de manière beaucoup plus concentrée dans la partie carrée, où c'est marqué Baumel. On fait ce transfert. Et finalement, actuellement, on a une plateforme qui sert plutôt de parking. Et plus tard, ça deviendra cette halle que l'on voit ici, avec cette halle étant en contact direct par rapport à son utilisation avec la mer. Et à droite, ici, les nouvelles constructions, c'est qu'une illustration, mais là, ça ferait l'objet de consultations, d'une réflexion architecturale approfondie. Voilà, alors juste encore un mot par rapport à la construction, si je peux me permettre, c'est que Balladur disait avoir réfléchi à la forme de cette ville vue de la mer, depuis un bateau. Donc on a refait le même cheminement, et finalement, lui, ce qu'il souhaitait, c'est dans ce qu'on pourrait appeler la géomorphologie, c'est-à-dire savoir en quoi une forme architecturale peut avoir un rapport avec le lointain, avec le Pic Saint-Loup, avec les Cévennes que l'on voyait, qu'on voit dans son dessin. Donc la partie, le chaînon manquant par rapport à tout ça, on a les conques qui sont ici, les pyramides qui sont là, c'était de savoir comment on va pouvoir installer les 500 logements, comment. Il y a une histoire de style, c'est très compliqué, c'est ce qu'on verra plus tard. C'est comment est-ce qu'on invente une architecture qui soit dans le respect de l'esprit de Balladur, tout en exprimant sa modernité et sa technologie et sa nouvelle programmation. Donc le principe, c'était de dire, on va inventer cette notion de rapport à la morphologie ou à la nature à travers un ensemble de bâtiments. Ces 500 logements, c'est pas un bâtiment, c'est plusieurs bâtiments, mais c'est l'ensemble qui va créer une colline. On voulait faire la grande colline ou la grande motte réelle, comme ça, de dire que, vu de la mer, on reste dans ce principe. Donc, c'est quelques schémas qui montrent effectivement comment est-ce qu'on s'inscrit par rapport à ces formes initiales. Donc voilà, donc l'idée, c'est qu'on est dans la prescription, on est aussi architecte en chef, urbaniste, donc pas à inventer un style, mais de dire que les architectures qui s'installeront là devront rentrer dans cette lentille. Voilà, donc avec ce rapport à ces architectures et à ces différentes hauteurs. Mais l'idée, c'est que par rapport à la Grande Pyramide, et par rapport aux conques qui sont à gauche, savoir comment la ligne rouge va pouvoir contenir tous les bâtiments, et que ces bâtiments, vus du lointain, paraîtront être comme une silhouette unique. Une silhouette unique fabriquant cette colline. Donc voilà, c'est juste pour montrer les différents niveaux de hauteur, la notion de prospect induit par ça, etc.
Donc je vais aller rapidement là-dessus, parce qu'ensuite, c'est savoir comment on installe des logements par rapport à ça dans un cahier des charges, qui est très simple. C'est de dire que pour l'instant, ce ne sont que des parcelles, ce ne sont que des parties d'un ensemble, et comment ces parties vont pouvoir, avec différents éléments de calcul qui sont moins intuitifs qu'à l'époque, peut-être un peu plus techniques, savoir comment on peut avoir des cahiers des charges pour que tout le monde ait la meilleure lumière, la meilleure vue, le meilleur ensoleillement, le meilleur prospect, etc. Et finalement, que toutes ces architectures pourraient être sculptées par rapport à ça. C'est-à-dire, oui, ce que je montrais là. C'est-à-dire que depuis un bloc, comment le bloc, par des différents éléments, vont pouvoir retrouver cette notion non pas de pyramide, mais de bâtiments creusés, de bâtiments extrêmement travaillés formellement. Donc là, c'est pour montrer ensuite le cahier des charges par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on réinvente des logements autant au rez-de-chaussée qu'aux étages. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais comment les parkings existent, mais qui sont planqués, qui sont à l'intérieur, qui sont éventuellement mutables en autre chose, comment il y a des grandes terrasses pour tous les habitants, comment il y a des vues pour aussi l'ensemble des logements, donc avec des mutabilités, avec des logements spécifiques. Et je dis juste de dire, alors j'ai pas l'image, mais l'idée c'est de faire des grands logements. Parce que la Grande Motte, on a l'idéologie quand même de cette notion. Non, je ne sais pas si je l'ai là, je l'ai enlevé. Voilà, c'est-à-dire notre programmation, c'est de fabriquer 70% de grands logements, parce que actuellement, la Grande Motte, c'est comme les Arcs, par exemple, c'est des petits logements. On a des 2 pièces qui font moins de 30 mètres carrés, et les familles, si on veut qu'elles s'installent, c'est pour ces gens qui travaillent là, pour les gens qui veulent même habiter différemment. C'est-à-dire, je voulais juste dire que finalement, dans les images originelles, on voyait ces piquages, c'est-à-dire l'autoroute, on piquait, on avait des zones qui étaient presque dans une autarcie, dans une autonomie. Et là, maintenant, on appartient quand même à une aire métropolitaine très grande. Je ne parle pas de l'aire administrative, mais de l'aire d'usage de la métropole. Et comme Montpellier, on peut vivre sous le Pic Saint-Loup, on peut vivre au bord de la mer, on peut vivre de 1000 manières, on peut aussi habiter à la Grande Motte. C'est de dire surtout que on n'est pas très loin de l'aéroport, finalement, on n'est pas très loin de la nouvelle gare, et de dire que c'est une autre manière d'habiter ces grands territoires. Quand on parle à une échelle beaucoup plus grande. C'est ça qui est passionnant, c'est cette double ou triple appartenance de la Grande Motte. En même temps à la mer, aux vacances, et puis en même temps à la vie constante. Donc c'est pour ça que les logements que l'on prévoit, c'est aussi pour dire qu'il y ait des habitants plus qu'il y en a actuellement. Alors il y a eu une concertation extrêmement intéressante. Je vais aller très rapidement par rapport à ça, oui, parce que j'ai fini. Voilà, j'ai fini, mais juste pour dire la concertation qui était dans les arènes, etc., avec énormément de gens. J'ai jamais vu une ville avec autant d'attachement par rapport à son patrimoine. On a des gens qui sont là, qui sont assez âgés, qui sont des pionniers, qui sont tous dans une affection particulière par rapport à cette architecture. Donc c'est eux qui nous poussent et qui nous pousseront encore à faire dans l'excellence, dans le souvenir actif et prospectif de Balladur. Merci beaucoup pour votre présentation si complète, mais on la reprendra aussi quand monsieur le maire nous expliquera sa politique. Donc on vous sollicitera encore. Bernadette Blanchon, François Leclerc a parlé du paysage. C'est vrai qu'on connaît plutôt l'architecture de la Grande Motte, on connaît plutôt l'architecte, mais qui sont ces paysagistes qui ont travaillé, qui ont œuvré pour la Grande Motte? Ça marche, ok. Bonjour. Oui, donc on parle beaucoup de Balladur et un peu moins, disons, bien que François Leclerc parle de Pierre Pilet, les 2 principaux paysagistes qui ont travaillé avec lui. Donc en fait, il y a vous avez déjà vu cette image qui est de quoi on parle. Hein. En fait, il y a 2 paysagistes. Qui sont, donc on peut passer l'image suivante, qui sont Élie Moret, qui est un paysagiste urbaniste, qui travaille jusqu'en 69, qui a participé aux études sur le littoral, et Pierre Pillet, qui travaille pendant 30 ans à partir de 65. Et pourtant, comme on l'a bien dit, la particularité de la Grande Motte, c'est vraiment autant que l'architecture de Jean Balladur, cette qualité du projet végétal qui est plus qu'un accompagnement, qui est une véritable structure paysagère, qui caractérise le visage, mais surtout la qualité de vie qu'on peut avoir à la Grande Motte.
Et c'est une dimension qui aujourd'hui cristallise un certain nombre de questions et d'attentes. Donc on peut tirer des enseignements en comprenant un peu mieux comment ça s'est fait. Et bon, pour l'histoire du paysagisme, qui n'est pas toujours aussi connue, je pense qu'il est intéressant de revenir sur l'origine de ces deux personnes. Donc, en 45, le général de Gaulle, encore lui, crée, par décret, le premier enseignement de paysagiste, la première formation de paysagiste en France à l'école d'horticulture de Versailles, qui est la section du paysage et de l'art des jardins, et pour former des professionnels qui seront associés à la reconstruction de la France. Et les diplômés des premières promotions, qui sont de petits effectifs, de 5 ou 6, vont beaucoup travailler dans le domaine de l'urbanisme, notamment en rejoignant Michel Écochard pour travailler au Maroc sur les pas de Henri Prost et de Jean-Claude Nicolas Forestier, dont vous connaissez sans doute le nom, une figure majeure paysagiste du débat de l'entre-deux-guerres, qui a participé notamment à la cité universitaire, à l'avenue de Breteuil, et écrit Grande ville et système de parc. Donc c'est le cas de Élie Moret, qui est issu de la première promotion de la section du paysage. Donc il est déjà ingénieur horticole. Ensuite, il a ce diplôme de paysagiste des PLG. Il va ensuite avoir une formation d'urbaniste à l'Institut d'urbanisme de Paris avec Robert Ozel. Et puis, il intègre le ministère de la Reconstruction. Et ensuite, il travaille donc au Maroc avec Michel Écochard. Et tous ces paysagistes qui, quand ils reviennent du Maroc en 56, vont intégrer en fait ces nouveaux organismes de l'aménagement du territoire. Donc on peut aussi évoquer Jean Chalet qui a travaillé à l'Oréam Nord et au Conservatoire du Littoral. Et ils vont transférer ces éléments de méthode qu'ils ont développés au Maroc en construisant le projet, en s'appuyant sur une connaissance fine du territoire, en pensant cette relation au territoire, structurer le projet par les espaces libres et associer ces principes modernes à l'idée du plus grand nombre. Donc il rejoint en 62, grâce à Philippe Lamour, la compagnie du baron de Languedoc. Et là, il va être actif donc et travailler sur la Grande Motte. Et quand il quitte cette compagnie, il rédigera cet ouvrage pour un équilibre des villes et des campagnes sur l'aménagement du territoire, notamment rural et agricole également, qui est là, si vous voulez jeter un coup d'œil. Et donc le deuxième paysagiste, c'est Pierre Pilet, donc tu as parlé François, et qui parle volontiers encore aujourd'hui de ce projet auquel il a consacré 30 ans, mais il a travaillé dans cette compagnie jusqu'en 2003, c'est-à-dire qu'il a travaillé aussi sur les autres stations de la côte, donc et il a un attachement particulier à la Grande Motte. Il a eu comme enseignant un urbaniste qui s'appelle Théo Levaux, qui est aussi un architecte urbaniste qui a travaillé aussi avec Forestier. Et puis, il a eu le jeune Jacques Sgard, que vous connaissez peut-être pour la réalisation du parc André Malraux, là, dont on voyait le chantier à Nanterre, et qui est aussi connu comme un des principaux propagateurs d'une approche du paysage à l'échelle de l'aménagement du territoire, inspiré par des cultures scandinaves, germaniques. Enfin, c'est des gens qui vont chercher un peu des références en dehors de France, où ils trouvent que la réflexion est un peu limitée. Et donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est aussi que Pierre Pilet a d'abord fait une formation à l'école du Breuil, et donc ça permet d'avoir une compétence vraiment à l'ensemble des échelles d'intervention, aussi bien à ce niveau de l'urbanisme qu'à des niveaux beaucoup plus techniques et de connaissance du végétal. Et puis, ce qui a été pratiqué au Maroc aussi, autour de Jean-Claude Nicolas Forestier, c'est vraiment cette approche multiscalaire, à la fois très informée sur le végétal et sur l'échelle territoriale. Bon, on peut évoquer, mais on n'a pas beaucoup le temps, le fait qu'il y a toute une génération en fait de ces paysagistes qui ont travaillé aussi près de la maîtrise d'ouvrage et dans le domaine de l'urbanisme,
comme Pierre d'Auvergne, qui est de la même promotion que Pierre Pilet, qui a travaillé au service du Val-de-Marne, qui a été directeur de l'aménagement urbain, Joël Ricordet, Georges Demouchy, qui ont travaillé à l'EPAREB, ou je pense aussi à une paysagiste qui s'appelle Marguerite Mercier, qui a beaucoup travaillé à la MIACA, à la mission donc d'aménagement de la côte aquitaine, et qui a su aussi faire cette relation entre une pensée aménagiste et puis vraiment la mise en œuvre des choses avec des concepteurs privés, donc des gens qui ont agi avec une certaine humilité aussi et une grande efficacité en tout cas, mais il y a beaucoup de paysagistes. Bon, sinon, je trouve qu'il est intéressant aussi d'évoquer l'intérêt de Balladur pour toute cette dimension du rapport entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, il évoque beaucoup la référence à l'urbanisme haussmannien. Bon, même si elle n'est pas évidente à premier abord, hein, aussi bien pour le gabarit de ces grandes avenues que pour la prise en compte d'un système de plantation. Et puis je trouve que toute cette architecture de Balladur intègre toute une déclinaison de dispositifs de relations entre l'extérieur et l'intérieur. Enfin, il y a vraiment toute une déclinaison de loggia, balcon, passage, et puis aussi le travail sur la silhouette des bâtiments, et vraiment un travail sur le rapport entre le bâti et l'extérieur. Donc, dès l'origine du plan Masse, il dit qu'il a fait une grande part aux plantations en faisant cette étude très soignée sur l'aérodynamisme de la station, et il a su donc défendre et obtenir cette proportion assez étonnante d'espaces libres, d'espaces non construits. Et Pierre Pilet dit bien que par rapport aux autres architectes, souvent par exemple il le compare à Jean Lecouteur, enfin que Balladur a vraiment une force de conviction, enfin et de persuasion, et qu'il a vraiment su convaincre la SET de l'intérêt de conserver cette proportion, donc au départ 50% d'espace libre et d'espace planté, et que ça n'était pas du tout gagné au départ. Donc le parti pris général des espaces verts tend à sauvegarder ou à reconstituer les conditions de nature. Donc c'est vraiment l'idée d'une tradition naturaliste que vont porter aussi bien Balladur que ces paysagistes. C'est-à-dire que c'est paradoxal, c'est un projet complètement artificiel qui est fondé sur les ressources et les contraintes locales et qui va viser à donner l'impression d'un territoire complètement naturel. Donc, comme on le disait, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a délibérément donc l'idée de fabriquer ce projet avec le vent, les peupliers existants, les dunes, enfin, avec aussi l'idée d'un front de mer qui va être accessible à tous et qui ne va pas être comme les autres stations balnéaires bloquant ce qui se passe derrière. Et puis l'idée donc que il y a aussi le fait qu'il n'y a pas vraiment de relief derrière pour asseoir le front, que le vent va passer, enfin soulever le sable, donc conserver les dunes, et puis avoir ce plan en diagonale pour briser les embruns, multiplier les vues et les accès au front de mer, et donc ces pyramides disposées en peigne pour ralentir le vent et le décharger du sel qu'il transporte. Et déjà, avec ce plan de masse, je trouve qu'on a déjà une structure assez, plus urbaine, qui évoque vraiment l'idée d'une ville verte, plus que celle d'une station balnéaire. Donc, ce que va mettre en place Balladur avec les paysagistes, donc on peut voir la diapo suivante, c'est vraiment l'idée d'un bâti, de volume bâti dégressif vers l'extérieur, mais aussi une hiérarchie de végétation qui est adaptée à la distance à la mer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des lignes de végétation qui correspondent à l'impact des vents et des embruns, aussi bien de face que par le côté, donc voilà, qui est tout à fait pensé et qui correspond à une gamme végétale. Donc un climat difficile, un terrain difficile, pour lequel on va fabriquer un microclimat à l'aide d'une palette végétale spécifique.
rustique. Donc on a encore à l'esprit cet hiver 56 qui a gelé tous les oliviers, toutes les vignes et toute trace d'exotisme local. Donc Pierre Pilet dit bien que malgré la presse, là, comme on l'a pu le voir dans Paris Match, qui met en avant les attentes pour une nouvelle Californie, eh bien, on va opter pour le choix d'une palette résistante au froid, au vent et au régime de précipitation-évaporation. Et ça, effectivement, les paysagistes vont en convaincre Balladur d'adopter ces lignes successives, donc pas de palmiers, contrairement à l'écouteur au Cap d'Agde, et des tamaris, des peupliers, des platanes, et puis tous ces pins pignons, pins parasols, qui vont s'avérer particulièrement adaptés au site, qui vont particulièrement bien reprendre et pouvoir s'épanouir, et donc petit à petit diminuer les distances de plantation. Et donc Jean Balladur voulait des pins pignons en front de mer, en première ligne, et les paysagistes lui montrent que ça va pas être possible, que ils vont pas résister. Et donc voilà, il y a cet échange en fait entre l'architecte en chef et les paysagistes qui apportent ces solutions. Il y a l'idée de planter en grande masse, hein. Il y a vraiment l'idée d'adapter les structures de plantation en coupe à l'idée de la croissance des végétaux, hein, à l'idée de l'évolution et aussi à l'idée des possibilités de gestion. Donc planter en grande masse aussi par économie, voilà, 150 mètres de pistosporum, 100 mètres de tamaris, et puis pas de pelouse, des prairies rustiques, hein, pour les grandes surfaces. Et voilà. Donc on a aussi on a cette hiérarchie des voiries avec cette voie primaire, cette voirie primaire, notamment cette grande avenue qui doit donner l'impression qu'on a coupé la voie dans la forêt, alors qu'en fait on plante la forêt et puis voilà, autour de cette voie. Une voirie secondaire qui peut reprendre des voies existantes, et puis partout, je ne sais plus ce que j'ai mis, enfin après, ce réseau de chemins piétons partout, qui est un réseau autonome piéton, qui permet d'avoir vraiment une autonomie de circulation. Et là, encore une fois, Balladur va convaincre l'aménageur de construire, de réaliser des passerelles et de financer des passerelles piétons au-dessus des voies principales pour préserver cette continuité piéton. Il y a aussi l'idée d'un réseau d'irrigation fixe à une époque où ça ne se faisait pas ailleurs que dans les réalisations de luxe plutôt privées. Donc les paysagistes, bon aussi grâce à cette compagnie et ce canal, cet aménagement du canal du Bas-Rhône, ils vont penser cette idée de l'irrigation, mais ils vont aussi anticiper sur le basculement vers un réseau séparatif. C'est-à-dire, ils vont convaincre aussi Balladur de permettre le basculement, lorsque ce sera possible, vers un réseau d'eau agricole. Donc, c'est pas l'eau potable qui irrigue les plantations, mais bien un réseau autonome qui sera bienvenu au moment de la séparation de la commune et de l'installation d'un golfe par la nouvelle municipalité. Donc c'est vraiment toujours se fondre avec la nature environnante, conserver, tenir les dunes, insérer les campings dans les peupliers existants. C'est sans doute pour ça qu'il y a autant de campings à la Grande Motte, alors que c'était pas l'idée de l'aménageur, parce qu'il y avait ces peupliers disponibles, etc. Donc toujours avec cette pensée de la gestion qui a été suivi et dont on voit le succès aujourd'hui. Donc c'est un challenge qui est plutôt réussi et on a donc un peu une sorte de témoignage d'une sorte d'urbanisme écologique avant l'heure, qui n'était pas un écologiste, une écologie d'opérette, comme dit Pierre Pilet aujourd'hui. Je trouve que la Grande Motte aujourd'hui, après 50 ans, fait fonction d'archive vivante pour ce travail paysagiste
qui méritent un examen assez attentif. Donc nous, on a un travail d'étudiants assez intéressant qui a fait beaucoup de coupes, beaucoup de relevés en 89, hein, et donc qu'on peut comparer avec l'évolution actuelle, où il y a eu des élagages, enfin des réductions aussi de plantations depuis. Mais Pierre Pilet dit bien que partout, dans toutes les autres stations, on a jeté les archives des espaces verts parce que ça n'intéresse pas grand monde, qu'il a tenu vraiment à les conserver, à les faire conserver, à les donner à la municipalité. Je pense qu'associer ces archives à l'observation in situ de cette archive vivante est vraiment le moyen d'avoir une leçon, enfin un enseignement. Donc ça permet de comprendre l'histoire du paysagisme, ce qui est une chose, mais de comprendre aussi cet art de l'attention à l'existant et de ce projet aussi de transformation complètement artificielle, des choses qu'on ne ferait plus aujourd'hui, effectivement, mais qui ont permis, à partir d'une création végétale et de sol, de créer ces microclimats et de conquérir ces territoires difficiles, de comprendre, de se souvenir de ses choix et de l'enseigner aujourd'hui aussi. Voilà. Bon. Écoutez, merci beaucoup. Alors, je n'ai pas été trop longue. Alors, cette ville verte est aussi une ville, et vous disiez que ce qui vous avait frappé, Claude Pré-Lorenzo, c'était de découvrir une urbanité, une mobilité, une structuration. Enfin, vous l'écriviez dans votre ouvrage, tout à fait particulière. Et je crois qu'avec tous ces points, on arrivera à la patrimonialisation de la Grande Motte. Oui, je crois que la Grande Motte, bien entendu, est une ville-parc, bien entendu. Le maire a rappelé que 70% des terrains sont des terrains qui sont réservés à des espaces plantés et habités en même temps, ce qui est un peu pas tout à fait la même chose. Donc c'est aussi une ville, effectivement, une ville verte. Mais c'est une ville. Ça veut dire, Balladur a conçu une ville. Il a voulu, dès le départ, c'était pas qu'une ville touristique. Il a construit une ville avec une église, avec une hiérarchie des voies. On a une voie rapide, on a une voie, le parkway à l'américaine qui traverse tout le territoire. On a une avenue, donc l'avenue en question, qui reprend, d'après lui, le gabarit du boulevard Saint-Germain. On a des rues et d'autres avenues, des impasses, etc. Une riche typologie de voies. Il a conçu un palais des congrès et pas un casino. Le casino, il existait dans un endroit reculé, pratiquement caché. En fait, donc pour lui, c'était pas ça. Donc le grand hôtel et le casino qui caractérisaient la station balnéaire du 19e siècle, le front de mer qui caractérisait aussi la manière dont la ville balnéaire du 19e siècle s'installait, il n'en a pas voulu. Donc il a bien opéré une rupture par rapport à ces éléments-là. Donc faisant une ville, il a affronté un problème qu'affrontent tous les urbanistes et tous les architectes, hein, mais surtout les urbanistes. Hein. Il a affronté la question du temps. Je veux dire, c'est fondamental dans la pensée de Balladur par rapport à la Grande Motte. Comment gérer le temps ? Et pour lui, le temps, c'est le temps passé. C'est-à-dire de faire exister une histoire qui n'existait pas, puisque c'est un projet de ville qui surgit toute seule, avec un seul homme qui en décide. Il faut rappeler que Balladur était effectivement architecte en chef, qui est un statut qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'à la fois, il gérait l'urbanisme de la ville, il était pratiquement celui qui délivrait les permis de construire, etc., et il construisait lui-même. Donc c'est une œuvre totale. Mais la question qui l'a beaucoup préoccupé, c'est de dire comment les gens qui vont venir ont l'impression que cette ville a une histoire. Qu'elle a une histoire, qu'elle a un vécu. Et ça, c'est un problème fondamental de toute démarche d'urbanisme contemporain. Et il a mis en place toute une série de démarches par rapport à cela. C'est-à-dire que pour que la ville donne le sentiment qu'elle a une histoire, il faut qu'il y ait de la diversité. Il faut qu'à la fois elle soit homogène, que ce soit effectivement une entité urbaine, identifié très fortement par les matériaux, par les formes des immeubles, etc. Mais en même temps, il faut qu'il y ait une diversité. Et c'est pour ça qu'il a engagé une cohorte, par exemple, de sculpteurs, d'artistes, qui étaient chargés de créer toute une série de petites places,
dont on ne voit pas d'emblée l'importance en termes d'armature urbaine. Ce sont des petites places où il y a 3-4 personnes qui vont venir se reposer, des enfants qui vont jouer au ballon, etc., qui chacune a une forme différente, parce que chacune a été construite par un artiste différent. Et donc, ce sont des réalisations qui inscrivent le temps. De la même manière, il s'est préoccupé, il a enlevé à la direction départementale de l'équipement le travail des routes, en fin de compte, la construction des routes, parce que il voulait que ce financement lui soit donné pour qu'il puisse diversifier aussi même les trottoirs. Il a calpiné tous les trottoirs. C'est-à-dire, tous les trottoirs ont été dessinés et avec des moyens très simples, du simple griffure sur le béton, des mélanges entre de l'herbe et du ciment, etc. Donc il a réalisé une ville qui avait une grande diversité, qui en fait, lorsqu'on s'y promène entre le quartier des villas, le quartier du front de mer, le quartier des campings, etc., chaque fois on est dans un univers qui n'est pas le même. Et c'est cette diversité, je crois, qui lui a permis de rendre la Grande Motte vivante. Paradoxalement, parce qu'il n'a pas rendu vivante en prévoyant que le temps allait venir, mais il l'a rendu vivante en prévoyant que le temps se manifestait par rapport à celle-là. Ce qui pose le problème de la question de l'État aujourd'hui, du que faire aujourd'hui par rapport à cette ville. C'est une œuvre militaire, c'est vrai, mais c'est une œuvre qui se veut diversifiée, qui se veut morcelée, qui se veulent fractionner, qui se veut pas nécessairement comme une espèce d'homogénéité, comme une crème qu'on étalerait sur le terrain. Hein. Elle est très diversifiée. Ce qui la différencie radicalement de Brasilia. Balladur a fait l'anti-Brasilia, il n'a pas fait Brasilia, il a fait l'anti-Brasilia. Brasilia est une œuvre qui est moderne, du début jusqu'à la fin, entièrement pensée et entièrement finie. Donc lui, c'est pas exactement comme ça qu'il a travaillé. Il a travaillé sur un temps très long. Il est resté pratiquement combien de 30 ans avec son agence à diriger la construction en ayant des exigences par rapport à la citadinité de la ville qui sont extraordinaires. C'est-à-dire qu'il refusait de donner des lots à bâtir qui étaient en discontinuité avec la masse déjà construite. Si vous voulez construire un immeuble, très bien, c'est là que vous allez le construire, parce que je veux pas qu'on se retrouve devant une espèce de terrain comme un grand terrain vague, avec des dents qui sortent un peu partout. Bon, donc cette notion-là, je crois, elle est très importante et elle ouvre aussi sur l'avenir. C'est-à-dire que si Balladur a inscrit la diversité, a inscrit la fragmentation, etc., je pense que monsieur le maire et l'architecte qu'il a choisi, les urbanistes qu'il a choisi, ont raison de projeter un nouveau quartier. D'autant plus que ce quartier, Balladur, ça n'intéressait pas des masses, franchement. Il a laissé le quartier industriel dans un état de délabrement, de n'importe quoi. Il a donné aucune consigne, y compris des alignements, ni rien. Donc, ce sont effectivement des boîtes à chaussures qu'ils ont posées à droite, à gauche, etc. Donc, c'est une partie qui est très peu balladurienne, en fin de compte, hein, à la fois par l'intention et à la fois par ce qu'elle est devenue. Bon, donc, de ce point de vue-là, ça pose cette question-là de ajouter quelque chose à la Grande Motte, et pas un petit quelque chose, un petit équipement, etc., mais quand même une grande surface, hein, quand même une grande partie, et un projet, disons, d'ensemble de développement. Donc ça c'est une question, je crois, qui est fondamentale par rapport à l'avenir de cette ville. Cette ville a des résidents. Cette ville a été conçue dès le début pour des résidents, parce que c'est pas pour des touristes qu'on construit un palais des congrès ou qu'on construit une église. C'est pour des gens qui habitent. Et puis on va construire des écoles et on va construire un collège, etc. Donc la grande différence de la Grande Motte par rapport aux autres villes, c'est que c'est une ville urbaine. Et je pense que de ce point de vue-là, il manquait quelque chose à la Grande Motte. Il manquait effectivement des espaces qui soient en contact avec la mer de manière moderne, parce que Balladur avait un contact avec la mer d'une certaine façon, celle des années 60. C'est-à-dire qu'on se déplaçait, on allait dans le bassin, on prenait le bateau, on partait. Aujourd'hui, les gens veulent faire du vélo, ils veulent se promener, ils veulent être confrontés à l'eau, etc. Bon, donc il y a un besoin par rapport à cela, et je pense que c'est un projet, même si ça tire une certaine inquiétude des habitants. Il y a une partie des résidents, hein, je n'invente pas, hein, je crois, hein, une partie minoritaire, mais une partie quand même. Hein, et en général, ceux qui ne sont pas contents sont plus visibles que ceux qui sont contents, parce que c'est eux qui parlent, c'est eux qui crient, etc. Bon, donc qui est inquiet, parce que de toute façon, lorsqu'on habite quelque part, lorsqu'on a l'habitude d'un certain endroit, dès qu'on change quelque chose, c'est l'inquiétude qui s'installe. Et petit à petit, elle peut s'effacer lorsqu'on voit que ce qui se réalise n'est pas nécessairement aussi catastrophique que ce qu'on imaginait. Bon, donc il y a un travail de public
publicité, de travail d'information, un travail qui va petit à petit ramener un certain nombre d'éléments. Mais je pense que les esquisses qui sont proposées à l'heure actuelle sont bien des esquisses qui permettent de rénover l'urbanité de la Grande Motte, qui permettent de lui donner des fonctions nouvelles, commerciales, des fonctions nouvelles de loisirs, des fonctions nouvelles d'habitat. Bon, donc cette question-là, me semble, le fait de créer cette chose-là qui est un peu différente, me semble tout à fait légitime, parce que le pire qui pourrait arriver à la Grande Motte, c'est de faire du pastiche. C'est le pire. C'est-à-dire, la chose la plus terrible qui pourrait arriver, c'est de faire du néo-Balladur. Parce qu'on n'est plus dans les années 60, parce que Balladur a déjà fait ce qu'il fallait faire, que c'est là très visible, c'est encore en très bon état. Parce qu'il faut dire aussi que c'est une commune qui est très bien gérée dans son patrimoine. Il y a une attention, il y a une manière d'aimer cette ville et de l'entretenir dans sa réalité, dans sa plasticité, etc. Voilà. Alors donc je pense que cette nouvelle urbanité, elle est nécessaire, et elle me semble être dans la logique tout à fait de Balladur. La grande diagonale, eh ben, elle correspond au parcoué, je dirais, elle est pas complètement différente. La seule chose qui me semblerait nécessaire à exprimer par rapport à cette question-là, c'est des questions qui se posent dans toute la France. La France est le pays qui a le plus grand nombre de stations balnéaires et de stations climatiques en général. Le plus grand nombre. Et ça pose vraiment beaucoup de problèmes à toutes les stations. Comment continuer à fonctionner? Comment se renouveler? Comment adhérer à des nouvelles pratiques qui n'existaient pas au début, etc. Donc c'est une question qui est d'importance nationale. Et je crois que le projet de la Grande Motte va être observé comme ça, comme un test, comme un endroit. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à une très forte architecture, à un très fort urbanisme, et qu'est-ce qu'on peut apporter. Et moi j'espère que d'une part, mais je pense que vous allez l'éviter parce que vous êtes un architecte de talent et vous êtes un maire extrêmement impliqué dans votre ville, vous allez éviter le pastiche. Mais éviter le pastiche, c'est pas non plus faire quelque chose qui serait de l'ordre de la tiédeur, parce que la Grande Motte, ce qui intéresse et qui fait son identité, son image, auprès de la presse, auprès des touristes, auprès des gens de l'étranger, etc., c'est l'originalité de l'architecture. Donc il serait dommage qu'on rate ce nouveau quartier de la Grande Motte en n'ayant pas une ambition d'originalité. Il faut que ce soit quelque chose qui étonne, quelque chose qui surprenne les gens. Parce qu'il faut qu'on reste dans la surprise qu'a provoqué la Grande Motte. C'est ça pour moi d'être fidèle à Jean Balladur. C'est rester dans cette volonté de surprendre, dans cette volonté de faire quelque chose qui remue, qui laisse pas les gens indifférents. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été indifférents. Voilà, il y aurait des tas d'autres choses à dire éventuellement, mais bon... Ben merci, mais on va poursuivre. Donc, monsieur le maire, vous êtes là, à la Grande Motte, labellisé patrimoine du XXe siècle, avec une réalité quelquefois difficile, avec les problèmes environnementaux, une population qui doit se renouveler parce qu'on l'a dit, vieillissante, des risques d'écoles fermées, une économie à soutenir. Oui, tout à fait. Vous avez bien résumé la situation actuelle, en effet. Et aussi, Claude Pré-Lorenzo a bien traduit aujourd'hui l'enjeu qui se pose à nous en ce XXIe siècle. Il ne s'agit pas, et on l'a bien compris, avec le projet Villeport, de faire un pastiche, vous l'avez bien compris. Et je sais que ça aurait été tout ce que n'aurait pas souhaité Balladur, qu'on recopie ce qu'il a fait, parce que c'est pas imitable. Ces pyramides, ce quartier du Levant, du Couchant, la ville masculine, féminine, c'est l'empreinte de Jean Balladur. Et s'accompagner de coloristes, d'artistes, et je salue Joséphine Chevry qui a fait partie de cette fabuleuse équipe qui nous a laissé des magnifiques sculptures sur la plage. Eh bien voilà, c'est toute une œuvre. Alors aujourd'hui, il y a des enjeux environnementaux et les questions que l'on pose. Hier, j'accueillais le salon du littoral organisé par la région Occitanie et le groupe Midi Libre à la Dépêche à la Grande Motte. Julia, qui est une collaboratrice de François Leclerc, était présente et a parlé notamment de ce projet. La première question qui est venue, c'est mais vous, dans le projet Villeport, quelle est votre préoccupation environnementale? La montée des eaux, le rapport à l'environnement. François Leclerc l'a bien décrit. Le projet Villeport, bien entendu, qui va être
architectural, il va être nautique, il va être très environnemental, puisqu'on crée une forêt sur une promenade, une nouvelle trouée qu'aurait certainement apprécié Jean Balladur dans ce quartier, vous l'avez dit, qu'il a jamais intéressé. Il a fait des boîtes, des hangars nautiques, on y entreposait des bateaux, maintenant on fabrique des catamarans, magnifiques d'ailleurs, mais c'était effectivement une rupture. Et d'ailleurs cette rupture entre la Grande Pyramide, qui est la rupture entre le quartier du Levant et le quartier du Couchant. On a l'impression, vous le disiez, d'être dans deux villes différentes. Les vacanciers qui viennent en été dans le quartier du Couchant, souvent ne franchissent pas la limite de ces halles nautiques pour venir au cœur de la cité balnéaire, au cœur de là où se trouve le port, ce port autour duquel Balladur a créé ces pyramides. Donc, il s'agit véritablement de recréer en quelque sorte un nouveau quartier environnemental et retirer toutes ces voitures. Parce qu'au fil des années, il n'y avait pas autant de voitures dans les années 60 ou 70. Aujourd'hui, c'est des centaines de voitures. On ne voit pas, quand on est sur les quais, on ne voit même plus les bateaux. Donc, on sait aujourd'hui que les vélos sont de plus en plus présents dans nos cités, dans nos villes, et en particulier à la Grande Motte, où il y a des kilomètres de voies vertes, où on peut parcourir à pied à vélo. Donc il s'agit là, dans ce projet, de retirer des véhicules. Plus de 300 véhicules, je crois que c'est 300 véhicules qui vont être retirés sur des parkings qui sont aujourd'hui face au bateau, face au port. Donc vous imaginez, pour un plaisancier qui veut se garer devant son bateau, comme certains touristes qui vont à la plage en voulant se garer devant leur serviette de plage, bien c'est déjà cet enjeu de retirer des véhicules pour retrouver de l'espace. Retrouver de l'espace pour les piétons, pour les vélos, retrouver de l'espace pour y faire des plantations, en s'inspirant bien entendu de tout ce que vous avez dit, madame, de ce que Pierre Pillet nous a laissé aussi. Et Pierre Pillet est toujours en vie, on a la chance lui aussi qu'il est là. Et il y a eu une rencontre entre François Leclerc et Pierre Pillet pour déjà penser à toutes ces espèces qui pourront être plantées sur cette trouée verte, cette diagonale qui va traverser ce nouveau quartier, ces arbres qui seront plantés sur le port, là où il y a aujourd'hui des voitures. Donc cette préoccupation, elle est là. Mais il y a aussi la montée des eaux. Alors là aussi, on peut se féliciter de l'ingéniosité de Balladur. C'est que lorsqu'il a creusé le port, il a rehaussé la ville. Donc déjà par rapport à d'autres stations, nous avons la chance d'être déjà à un niveau plus élevé que d'autres stations par rapport à la mer. Et déjà, on est plus protégé. Et d'ailleurs, on le voit bien, aujourd'hui, les stations voisines ont des problématiques. La plage disparaît, il faut réensabler. La Grande Motte est moins concernée aujourd'hui, on le voit parce que avec le département de l'Hérault, des caméras ont été implantées pour voir l'avancée de l'eau, et on voit bien que côté Grande Motte, on est moins impacté par la montée de la mer que on ne l'est sur le côté de Carnon ou de Palavas. Donc, le projet Villeport, on l'a vu, avec le déplacement de la digue, une digue qui sera rehaussée, qui sera élargie, qui sera donc une promenade, eh bien, va protéger, plus que ne le fait aujourd'hui encore, l'entrée du port et donc l'entrée dans la Grande Motte. Donc, c'est une protection supplémentaire. Et nous menons déjà depuis l'an dernier des études en lien avec les services de l'État, bien entendu, la DREAL, la DDTM, qui sont... vous comprenez bien que l'État, aujourd'hui, qui soutient ce projet avec la région Occitanie, dans le cadre du plan Littoral 21, qui est en quelque sorte une mission Racine 2, que porte la région Occitanie et sa présidente. Donc, si l'État, aujourd'hui, et la région soutiennent ce projet, c'est bien parce qu'il est aussi environnemental, qui ne remet pas en cause les problématiques, même si on sait que on a aujourd'hui la montée des eaux et que elle est partout présente, cette inquiétude que l'on peut avoir. Mais justement, dans le projet, il y a ce volet spécifique à travers les études que nous menons sur la courantologie, les sédiments qu'il y a aujourd'hui en mer, des études qui coûtent cher, puisque cette année, c'est 2 millions d'euros d'études que nous avons lancé, que nous avons réalisé, qu'il y en aura encore l'année prochaine. Donc, notre position par rapport à cette problématique de submersion marine, bien entendu qu'elle est présente totalement dans ce projet et que nous y veillons totalement. Alors, Claude le disait, il y a l'inquiétude des habitants.
L'inquiétude parce que on aimerait que il se passe plus rien. On est bien comme on est. Moi, c'est la réaction qu'on entend de ceux qui sont contre ce projet. Restons tels qu'on est. La Grande Motte n'est pas un musée. Et je parle sous le contrôle de ceux qui l'ont connu. Hein. Jean Balladur n'a jamais voulu faire de la Grande Motte un musée. Et une ville, le propre d'une ville, c'est de ne jamais être finie. Une ville qui serait finie, c'est une ville qui n'a plus d'âme, qui n'a plus d'avenir, qui s'anesthésie, qui se recroqueville sur elle-même. Et moi, j'ai pas été élu pour justement gérer le quotidien. Simplement, il faut avoir une pensée. C'est un projet qui va pas se réaliser même dans ce troisième mandat que je commence. Il va durer au-delà. Donc, je ne sais pas si je serai encore maire dans 10 ans. Mais en tout cas, ce projet, je le fais pas pour moi. Je le fais parce que je veux poursuivre cet héritage que Jean Balladur nous a laissé. Et il n'est pas facile, un héritage pareil, pour arriver à préserver l'identité. Et surtout pour sa maintenance, quand même. Dans sa maintenance, dans son entretien. Et on veille à ce que ces immeubles magnifiques, on a vu quelques photos, soient entretenus, soient ravalés régulièrement. Qu'on respecte les codes couleurs que les coloristes à l'époque avaient choisis avec Jean Balladur. Donc tout cela, il faut y veiller. Mes prédécesseurs l'ont pas toujours fait. Il faut rattraper ce qui a été loupé, je dirais. Et c'est pas toujours facile de rattraper quand on a fait des vérandas sur des terrasses et qui sont construites depuis 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, aller dire à quelqu'un de démonter sa véranda, c'est impossible. C'est impossible. Mais on veille aujourd'hui à ce que tout cela ne se reproduise plus. Donc, les habitants les plus anciens, ou même certains qui viennent d'y arriver, ils sont contents d'y arriver, mais ils voudraient pas que d'autres habitants y viennent aujourd'hui. Ils voudraient qu'on reste figé. Sauf que la ville vieillit. Il y a aujourd'hui plus de la moitié de la ville qui a plus de 60 ans. Vous l'évoquiez, des classes qui ferment. Cette année encore, une classe à l'école élémentaire qui a fermé par manque d'élèves. On accueille de la population, mais malheureusement pas des familles, parce qu'aujourd'hui, les appartements sont petits. Je le disais, il y a 9000 studios, des petits P2 qui ne permettent pas de loger des familles. Donc on ne trouve pas, et lorsqu'on trouve, eh bien c'est le prix du mètre carré. Ce matin, dans le journal Midi Libre, il y avait un dossier sur l'immobilier à Montpellier et autour de Montpellier. C'est la Grande Motte qui est aujourd'hui à l'immobilier le plus élevé. On est à moins de 3 000 euros à Montpellier, on est à 5 000 euros à la Grande Motte. Donc vous voyez la différence. À 20 minutes de distance, la capitale régionale du Languedoc-Roussillon, Montpellier, on trouve à se loger plus facilement et moins cher qu'en venant à la Grande Motte aujourd'hui, parce qu'on ne trouve pas de logement d'une certaine surface. Donc l'inquiétude, elle est présente, et il faut lever cette inquiétude, expliquer qu'il ne s'agit pas de détruire l'œuvre de Balladur, parce que c'est ce qu'on a entendu. On va construire des immeubles. Les immeubles, bien entendu, que lorsqu'on arrivera à l'étape des immeubles, ce sera la dernière étape, après avoir creusé les 2 bassins, après avoir réalisé la presqu'île Baumel sur laquelle on va implanter la halle nautique, et après avoir rasé ces halles qui sont aujourd'hui, qui ressemblent à plus rien aujourd'hui, et que l'on lancera à ce moment-là, eh bien, une consultation pour justement le geste architectural qui sera choisi pour ces immeubles. Et j'espère être là au moment où on le choisira. En principe, ça sera dans ce mandat, pour qu'on puisse avoir des immeubles qui ne seront pas des pastiches des pyramides de Jean Balladur, mais une véritable œuvre architecturale. Et je sais aujourd'hui que les architectes sont capables de beaucoup de belles choses et d'innover. On le voit partout en France ou dans le monde, les innovations architecturales que l'on peut découvrir. Donc, ce sera ça l'enjeu, de rassurer la population. Et il y a eu beaucoup de concertations, ce qui fait que mes adversaires, mes opposants pendant la campagne électorale de mars dernier ont voulu faire de cette campagne électorale un référendum pour ou contre le projet Leclerc, le projet Villeport. Ils mettaient en avant qu'on allait détruire l'image de la Grande Motte, l'identité de la Grande Motte, qu'on allait faire venir des nouveaux habitants, qu'on voulait pas des nouveaux habitants. On voulait le port, mais pas les nouveaux habitants, pas de nouveaux immeubles. Sauf que l'un va avec l'autre aussi.
Bien, le référendum, je n'ai pas fait un référendum, ils ont voulu en faire un référendum, la population a tranché. Je n'aurais pas été réélu si effectivement une grande majorité de la population ne l'avait pas souhaité. Comme vous l'avez dit, c'est la minorité souvent qui est la plus agissante, qui s'exprime le plus fort. Elle s'est exprimée, le suffrage a parlé. Juste avant de passer aux questions, une dernière. En fait, vous avez ce projet du port et vous avez d'autres projets au nord de... Alors aujourd'hui, oui. depuis 2008 que j'ai l'honneur de présider aux destinées de la Grande Motte, je me suis appliqué à rénover parce que la ville, lorsque je suis arrivé, la ville venait fêter ses 40 ans. C'était 2008, 68, on disait les premiers habitants, 2008, 40 ans d'existence et on vivait sur les acquis. Le problème d'une ville qui a été conçue dans une dizaine, quinzaine d'années, c'est que tous les équipements avaient quasiment le même âge. Les arbres aujourd'hui ont 50 ans. On se trouve devant un problème, c'est que certains arbres, dont les peupliers notamment, sont amenés à disparaître. La durée d'existence d'un peuplier, c'est une cinquantaine d'années. Donc nous menons des chantiers d'abattage, de remplacement. Chaque fois que nous coupons un arbre, on en plante quasiment deux. Donc c'est pour maintenir ce patrimoine arboré, végétal de la Grande Motte. Donc les équipements étaient vieillissants. Il a fallu donc entreprendre un programme de rénovation. J'ai lancé un schéma directeur en 2009 qui nous a permis d'avoir un diagnostic et de lancer la rénovation. On a rénové tout le centre-ville. On a rénové les quais et aujourd'hui, il nous reste à rénover le front de mer, ce qui est en train de se passer. C'est 10 millions d'euros qui est investi sur un front de mer qui datait des années 70, dans lequel on retrouve l'empreinte de Jean Balladur, puisqu'on a recréé les coloris du sol. Jean Balladur avait choisi un sol à deux couleurs, un bleu et un gris. Eh bien, on revient à ses origines de cette couleur du sol, de cette promenade dans laquelle on va diminuer les terrasses commerciales, parce que là aussi, quand on prend les images des années 70, on avait des terrasses légères, et puis au fil des années, eh bien, les commerçants, et là, c'est mes prédécesseurs qui ont laissé s'étaler les commerces, des vérandas inesthétiques qui se sont construites. Eh bien, aujourd'hui, à partir de 12 octobre, on rase toutes ces vérandas. Je peux vous dire, ça n'a pas été simple. Vous imaginez, pour dire à des commerçants, on va vous raser votre véranda et on va vous réduire votre terrasse de quelques mètres. Donc, on va retrouver de l'espace public, les promenades telles que Jean Balladur l'avait imaginé, dessiné dans les années 70. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser bien sûr aux intervenants. Et si vous avez des questions d'ordre artistique, Joséphine Chevry est là et elle pourra vous répondre aussi. Enfin, si vous êtes d'accord. Enfin, voilà. Il en restait un micro là. Il y en avait un qui n'a pas été utilisé. Ouais. Regardez. Il n'a même pas été touché. Non, je ne veux pas le toucher. Il a été dit que les bâtiments sont labellisés. Et je voulais savoir si ce label, qu'est-ce que vous apportez ce label? Est-ce qu'il y avait eu un travail avec la DRAC sur de la médiation autour de cette architecture, ou avec l'architecte des bâtiments de France, ou est-ce que c'était plutôt symbolique en fait? Alors ce label malheureusement n'apporte rien en termes de subvention, d'appui, si ce n'est, c'est un label qu'on a obtenu, ça a été ma première action quand j'ai été élu en 2008. Il n'y avait aucune reconnaissance du travail réalisé par Jean Balladur. Vous imaginez qu'il n'y avait même pas un lieu qui portait le nom de Jean Balladur. Donc, l'année de mon élection, 2008, le 40e anniversaire de la ville, j'ai demandé à la famille de Jean Balladur quel serait le lieu qu'il souhaiterait voir porter le nom de Jean Balladur, et c'est le Palais des Congrès, on en parlait tout à l'heure, que la famille a choisi. Et donc, en 2008, j'ai baptisé le Palais des Congrès du nom de Jean Balladur, et aujourd'hui, c'est le Palais des Congrès Jean Balladur. De la même manière, aucune voie ne portait le nom de Pierre Racine. Aucune station de la mission Racine n'avait pensé à honorer la mémoire de Pierre Racine. Donc, pardon ? Oui, le canal Philippe Lamour. Mais Pierre Racine, quand même président de la mission Racine,
On a donc baptisé une avenue du nom de Pierre Racine et sa famille, donc, dont Bruno Racine, qui à l'époque était à la tête de la Grande Bibliothèque de France, est venu en me disant « Vous êtes le premier à rendre un hommage à notre père ». Donc, j'ai voulu, avec la DRAC, qui est une reconnaissance de ce travail, parce que Balladur a tellement été critiqué par le passé, par ses propres pairs, qu'il fallait trouver un moyen de reconnaissance pour cette architecture. Et le label qu'on a trouvé, c'était le label Patrimoine du XXe siècle, qui depuis a changé d'appellation, hein, et qui, donc, grâce au soutien du DRAC de l'époque, hein, qui était un passionné de la Grande Motte, eh bien, nous a permis en 2010 de se voir remettre ce label. Et c'était une grande première parce que ce label qui était attribué à des quartiers, à des immeubles, à des bâtiments, eh bien c'est la première fois qu'il était attribué à une ville dans sa totalité. C'est toute la ville qui a été labellisée Patrimoine du XXe siècle. Donc c'est un beau label, hein, c'est les deux X du XXe siècle. On nous a remis, d'habitude on remet qu'une plaque, là on nous en a remis 6 qu'on a mis dans les 6 quartiers qu'on a à la Grande Motte pour spécifier qu'effectivement toute la ville avait ce label. Alors c'est une distinction en effet, hein, qui permet en tout cas de reconnaître le travail architectural de Jean Balladur, et ça j'y tenais beaucoup, et c'est vrai que c'était en 2010 cette belle reconnaissance qui quand même aujourd'hui on sait que les gens sont friands, et notamment les étrangers de labels, eh bien c'est un petit plus qui a été donné à la Grande Motte. Il y a d'autres questions? Alors, si vous, il y a encore un petit peu, oui, un petit peu de temps, si vous souhaitez revenir, parce que Peut-être Joséphine, tu veux pas dire un mot? Ah oui, Il faut qu'on me pose des questions. Ah, il faut qu'on lui pose des questions. Je répondrai aux questions dès la petite. Elle a vécu cette grande époque, Joséphine. Non, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est moi qui ai vécu, alors que j'avais à peine 30 ans, la naissance de la Grande Motte, dans les pas de gens où on a vraiment marché sur ces plages, fouettés par le vent, enfin, comment on a pu parler, trouver un langage. Bon, la sculpture que j'ai faite, on l'a faite tout à fait au début, au moment du poisson, enfin du point zéro, même avant les pyramides, quasiment en même temps. Oui, c'est-à-dire, pour ma part, de resculpter les dunes au Caterpillar, d'avoir un registre d'écriture lié à ces bâtiments, et c'est que ça s'est fait tellement naturellement que c'est stupéfiant de voir maintenant, et chaque jour je redécouvre encore les idées qui nous ont habités inconsciemment à l'époque pour créer cet espace-là. Ça, c'était juste extraordinaire, parce que là en ce moment je suis en train de faire des dossiers, je cherche de l'argent pour restaurer ma sculpture que j'ai fait il y a 50 ans dans les dunes. Donc là, je cherche des documents, et vraiment je trouve toutes sortes de choses absolument étonnantes, de textes que Jean a écrits sur mon travail. Vraiment, c'est une aventure extraordinaire. On a vécu des moments absolument magiques. Et alors tout le monde... C'est vrai que c'était une époque incroyable. Ce qui s'est passé à cette époque ne se reproduira plus jamais. Si. C'est impossible de recréer une vie. Il y aura de la magie. Mais c'est vrai qu'on était hyper conspués à l'époque, ouais, et que nous, on faisait comme si de rien n'était. On était des vrais canards. L'eau nous tombait dessus, mais on avançait, on faisait les choses. Et moi, je dis, ma vie, elle a été faite de miracles. Quand j'ai commencé à travailler avec Jean, et après j'ai eu des enchaînements, j'ai fini à Taïwan faire des grands trucs, enfin bon, voilà, moi c'était ma bénédiction, Jean. Mais c'est vrai que il y a eu tellement d'opposition, hein, des tags qui étaient sur les premiers bâtiments, qui étaient posés, des photos où on voit des tags, on voulait faire partir les touristes. Puis des véhicules qui étaient brûlés, des pneus crevés, enfin il y a eu des quantités de choses, des menaces. C'était terrible, hein, il fallait affronter toutes ces oppositions qui venaient de toutes parts. Oui, mais on avait peur de rien. Oui, mais c'est vrai. C'est ça qui était extraordinaire.
Et alors, il faut dire aussi que les entreprises, moi je vois par exemple les Maghrébins qui ont travaillé à réaliser ma sculpture, mais ils étaient juste, ils comprenaient tout. Je lui disais, bon, on va commencer les formes, tu te mets face au soleil. Tu vois, c'est comme un calendrier solaire. Parce qu'après cette ligne-là, bon, tu te mets face, voilà, c'est au couchant, au levant. On était habités par ces mots-là. Couchant, levant, levant. Enfin, c'était, on avait notre langage. Et les ouvriers qui travaillaient avec nous avaient notre langage. Donc, c'était facile. Tout le monde se comprenait. Et c'était génial. Non, on n'a pas l'image des peignes de. On n'a pas l'image des peignes. Alors, je ne sais pas dans votre livre si il n'y a pas de. Les sculptures de Joséphine Chevry, pas de. Je ne sais plus. Et oui, ouais, je l'ai vu quand vous me l'avez envoyé à l'époque, mais je ne sais plus ce qu'il y avait ou pas dedans. Merci. En fait, vous présentez un projet qui se base sur la création d'anneaux pour le port, en fait. Comment vous définissez ces futurs usagers de ces anneaux? C'est des gens qui sont plutôt de passage dans un parcours maritime, ou est-ce que c'est plutôt des nouvelles personnes qui habitent la ville et qui du coup développent une activité plaisancière? Parce que c'est vrai que ça a son importance dans la façon où cette nouvelle population va intégrer les lieux, en venant plutôt de l'eau ou en venant plutôt de l'intérieur, en fait, je dirais. Et du coup, c'est vrai qu'on sent une population qui est quand même peut-être plutôt vieillissante à la Grande Motte. Cette idée, du coup, d'avoir de nouveaux plaisanciers, est-ce que c'est une réflexion à l'échelle du littoral? Est-ce que c'est... c'est vrai que... Comment s'installe ce nouveau... Alors déjà, le port aujourd'hui, c'est 1800 anneaux, un port à saturation, comme beaucoup de ports de la Méditerranée. Hein. Et hier, à l'occasion du Salon du Littoral, où j'ai accueilli la ministre de la Mer, Annick Girardin, qui est venue ouvrir ce salon. Et avec le préfet de région, nous sommes allés visiter un chantier qui est sur ces fameuses halles nautiques, hein, qui fabrique des catamarans. Un chantier qui aujourd'hui emploie 220 personnes, des catamarans de sport et des catamarans de luxe, puisqu'ils ont racheté il y a 2 ans une entreprise américaine qui était en perdition et qu'ils ont décentralisé, qu'ils ont amené à la Grande Motte. Donc il y a un catamaran qu'on est allé voir qui venait être mis à l'eau, 6 700 000 €. Donc vous voyez, c'est des catamarans vraiment de luxe qui sont fabriqués à la Grande Motte et qui partent, jusqu'à présent, ils sont vendus aux États-Unis. Donc déjà, on a une demande forte en termes de multicoques. On a une entreprise qui fabrique des multicoques, mais qui a plus d'emplacement pour les exposer, pour même les vendre, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui va acheter un bateau n'habite pas précisément à la Grande Motte. Aujourd'hui, sur les 1800 anneaux, il doit y avoir un quart de Grand Mottois. Les 3 quarts sont des gens de Montpellier, de Nîmes, de Lyon, puisqu'on a beaucoup d'habitants de la vallée du Rhône qui viennent de Grenoble, de Lyon, de Valence, qui ont leur bateau à la Grande Motte, qui ont un appartement souvent et un bateau. Donc les anneaux, c'est pas pour les Grands Mottois particulièrement, c'est déjà pour notre entreprise. Mais la Grande Motte s'est spécialisée sur le multicoque, puisque nous accueillons maintenant depuis 10 ans un salon international du multicoque, qui est le premier salon au monde où se réunissent les plus grands constructeurs de catamarans. Il y a des salons nautiques, mais qui sont souvent réservés aux yachts. La Grande Motte s'est spécifiée dans ce salon où chaque année on a les plus grands constructeurs qui viennent d'Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, etc. Et donc ces constructeurs voudraient tous avoir des emplacements à la Grande Motte. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité déjà de leur offrir cet emplacement. Donc déjà, l'agrandissement du port est pour répondre à cette première demande. Mais pas que cette demande, puisqu'on a aussi on a aujourd'hui plusieurs centaines de personnes qui sont en attente pour mettre
un bateau d'agrément, un voilier, un bateau à moteur, donc des bateaux de 10 mètres, 15 mètres, et on est plus en capacité de pouvoir répondre à cette demande. Si demain vous allez à la capitainerie à la Grande Motte et dire je voudrais avoir un anneau, on va vous faire remplir un dossier, selon la catégorie, on va vous dire bien vous êtes 66e sur la liste, donc dans 12 ou 13 ans vous aurez un emplacement. Voilà aujourd'hui la donne. Donc, il s'agit de répondre à ça. C'est un enjeu économique, mais François peut répondre. Non, mais juste aussi un mot par rapport à ça. C'est ce qui est fascinant dans la Grande Motte, c'est le changement de mode de vie qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça appartient quand même à un territoire plus large. Et de vivre, travailler et dire j'ai un bateau, c'est éventuellement un mode de vie. Pas forcément le vôtre, pas forcément le mien, enfin, peu importe. Je veux dire, il y a des tas de gens qui rêvent à Montpellier d'habiter des maisons piscines. J'entends ça tout le temps. Donc ils vont vers le Pic Saint-Loup, ils montent là-haut, ils montent dans les, je sais pas quoi. Donc c'est une aire métropolitaine extrêmement large où les modes de travail ont beaucoup changé. La crise du Covid récemment montre qu'on peut travailler très différemment. Et de dire que finalement c'est une ville qui est en train de muter à travers ça. Et je pense que la nouvelle évolution ou une des révolutions qui se passe à la Grande Motte, c'est ce qui se passera dans les logements. C'est ça qui sera intéressant aussi. C'est savoir comment ces logements trop petits vont devenir bien, vont devenir un peu plus grands. Alors c'est très compliqué parce que c'est des copropriétés et deux appartements qui se joignent, faut les percer, etc. C'est complexe, mais c'est ça la mutation. C'est-à-dire, c'est pas forcément. Il y a aussi tous les bâtiments qu'on fera, toutes les choses où on sera dans l'exploration formelle, futuriste ou pas. Je n'en sais rien encore, mais de dire que finalement c'est le mode de vie de la Grande Motte qui va changer. C'est formidable. C'est ça qui est très bien. C'est-à-dire, on passe de ces villes presque à l'origine, je parle de l'origine, presque fantômes l'hiver, où il y avait cette notion de piquage que j'ai raconté, c'était une migration d'été à une ville permanente. Et comment cette ville permanente, elle représente aussi une certaine idéalité. Parce que vivre là, je répète, bateau, la nature, etc., c'est une hypothèse. J'ajouterais qu'en plus, un plaisancier, c'est de l'économie qui est apportée. On sait qu'un anneau rapporte beaucoup à l'économie locale, à l'économie locale et puis aussi autour de l'économie locale. Donc c'est à la fois une nécessité, un besoin de créer ces nouveaux anneaux et aussi un apport économique pour la ville, commercial, parce que avec ces nouveaux anneaux, eh bien, il va falloir faire du commerce supplémentaire, de la restauration supplémentaire. Voilà, donc il y aura des plaisanciers qui vont avoir que leur bateau, mais il y en a qui voudront avoir le bateau et l'appartement qui sera face à ce nouveau port. J'aimerais rebondir sur la métaphore de l'anneau, qui est très statique. Et vous parlez pas du tout de mobilité dans tout ce que vous dites. Vous avez parlé de mobilité verte avec certaines rues piétonnes et la place du piéton à l'échelle, la ville à l'échelle haussmannienne. Vous ne parlez pas du tout de mobilité. Et même quand vous parlez du port, vous parlez d'un anneau pour y attacher quelque chose de fixe. Et comment vous envisagez cette dimension de mobilité, ville dans sa région? Oui, on parle effectivement, l'anneau c'est pour y mettre son bateau. Et quand on a un bateau, alors je parle pour les plus anciens anneaux, le problème c'est qu'on a des plaisanciers qui ont un certain âge, qui sortent plus beaucoup leurs bateaux. Donc les bateaux, c'est un lieu où on se retrouve le week-end, on vient faire l'apéro, on vient manger sur son bateau, on sort peut-être un peu faire quelques tours sur la baie des Gueux-Mortes, et pas plus. Là, aujourd'hui, il y a de nouveaux plaisanciers. On le voyait, je vais faire à nouveau référence au Salon du Littoral, parce qu'il y avait des chiffres qui étaient présentés par l'Union des villes portuaires. Aujourd'hui, l'image du plaisancier a changé. Il y a les anciens plaisanciers, ceux qui sortent plus beaucoup. Et puis il y a aujourd'hui une nouvelle catégorie de plaisanciers, de gens qui ont fait aussi un choix un peu un choix de vie, d'investir beaucoup sur un bateau. Quand on investit, je parlais d'un catamaran de luxe, mais les catamarans à prix normal, c'est autour de 400 000 euros. Quand on investit 400 000 euros sur un catamaran, c'est un choix de vie. Souvent, on peut y vivre dessus. Mais aujourd'hui, les demandes que l'on enregistre, ce sont des nouveaux plaisanciers qui veulent non seulement avoir un anneau pour y poser leur bateau, mais également parce qu'on est
un port bien situé dans cette baie d'Aigues-Mortes, à proximité de l'Espagne, de l'Italie, du Maghreb, de pouvoir aussi naviguer. Et c'est un port dynamique qui va être créé autour, ça sera ces deux bassins autour de la presqu'île Baumelle pour avoir un port dynamique avec à la fois des multicoques, mais aussi des nouveaux bateaux, de nouveaux plaisanciers qui aujourd'hui veulent naviguer et ne pas simplement être statiques dans un port. Oui, un peu sur la même question. Ceci dit, je ne sais pas très bien quelles sont vos intentions précises par rapport au port, mais je trouve que ça serait catastrophique que vous continuiez avec un port nautique qui est un parking à bateaux. Ça n'a aucun intérêt. Vous avez une énorme surface d'eau et vous allez en faire quelque chose d'extrêmement monotone, extrêmement peu intéressant à regarder. Bon, donc moi j'ai mené une étude en même temps sur 3 stations balnéaires sur la Côte d'Azur, la Grande Motte, Marina Baie des Anges et Port-Grimaud. Dans chacun de ces cas, le port nautique a un sens très particulier. Le moins bien, c'est celui de Balladur, c'est celui de la Grande Motte, qui est un bassin tout bête, avec des pontons, et sur chaque ponton, on met des anneaux, on aligne des choses. Le plus intéressant, et qu'on a beaucoup critiqué, parce que ces 3 opérations avaient été très critiquées, hein, aussi bien la Grande Motte que Marina Baie des Anges, bon. Voilà. Le plus intéressant, c'est en fin de compte celui le dernier. Voilà. Parce que, en fin de compte, il a imaginé un rapport entre le bateau et la maison qui est un rapport organique. Chaque maison a son bateau. Voilà. Et il a réglé le problème de cette manière-là. Donc, ça serait quand même intéressant que, dans la perspective d'agrandir ce port, qu'il y ait quelque chose qui se passe, qui soit de l'ordre qualitatif. Et pas, bien sûr, les gens, ils prennent le bateau, ils s'en vont. Mais il n'empêche que quand le bateau est là, il reste tout le temps. Il n'est pas absent. Vous l'avez dit vous-même, les gens naviguent relativement peu. La Rochelle, c'est connu, hein, c'est un gigantesque, le plus grand parc à bateaux d'Europe, mais c'est un espace neutralisé. Il sert à rien, il sert à personne. Du point de vue paysager, il est nul. Ce que j'apprécie dans les dessins préalables, c'est que vous créez une espèce de jetée-promenade qui n'existe pas. Donc les gens vont avoir cette expérience qu'on a perdue depuis le 19e siècle, de pouvoir être sûr de la terre ferme, en fin de compte, et d'avoir l'impression d'être sur un pont de bateau. Ça, c'est formidable. Mais il faut aussi penser le paysagisme du port lui-même, et des bateaux à l'intérieur du port. Mais vous avez raison, le bout de lâcheté, c'est un point de vue sur la Grande Motte extraordinaire. Le fameux point de vue vue de l'eau de Balladur, on l'aura pour de vrai celui sur Terre. Mais pour revenir là-dessus, effectivement, Port-Grimaud, c'est un objet extrêmement luxueux. C'est-à-dire, on a sa maison, son bateau, son ponton privé, etc. C'est exceptionnel. Dans le cas de la Grande Motte, l'idée qu'on y voulait... Pardon ? Pour avoir son... Ah non, si on va voir maintenant son bateau et sa maison, ça coûte une fortune. Non, mais ici, pour l'instant, on essaie de faire un port actif. C'est-à-dire les entreprises, dont parlait Monsieur le maire, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire c'est des entreprises, c'est de l'entretien, et c'est quelque chose qui se passe toute l'année. C'est-à-dire c'est pas un port saisonnier. On voudrait que ces travailleurs soient installés là, vivent dans ces grands logements ou dans les logements qu'on va faire. Donc c'est un port actif. C'est un port presque, je dirais pas industriel, mais en tout cas un port artisanal. Donc cette activité. Alors ensuite, à travers différents objets, différentes choses qu'on va installer le long du port, c'est l'accompagnement de la promenade, c'est de la consommation, etc. Mais c'est vrai que le rapport du bateau, c'est difficile d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils partent tout le temps et qu'ils s'amusent tout le temps avec leur bateau. C'est-à-dire le côté statique du bateau, on a du mal à lutter contre. Et de dire qu'à part ça, il y a toutes des activités autour qui s'y passent, de la fabrication à l'entretien, à plein de choses, c'est un port actif, quoi. C'est pas qu'un parking. Mais ça n'empêche que c'est une réalité physique. Il n'empêche que c'est une réalité physique, morphologique, architecturale, paysagère, picturale. Et donc il y a une tradition, il y a de la peinture qu'on peut faire remonter au XVIIe siècle, etc., de ce qu'est le bateau quand il est à l'eau et qu'il ne bouge pas. Et donc je pense que ça vaut la peine d'explorer un petit peu cette question-là. Et c'est pas pour obliger les gens à prendre le bateau tous les jours, c'est pas ça du tout que je veux dire. Hein. Mais lorsqu'ils le prennent pas, qu'il est là, ponton, anneau, bateau, ça m'a l'air vraiment parking, quoi. Et ça serait dommage. Il faudrait un ferryboat. Mais c'était comme ça à l'origine, hein.
Je ne dis pas, c'est déjà comme ça, donc ce que vous faites améliore. Mais peut-être ce serait intéressant de susciter, d'aller un petit peu plus loin et de faire un petit peu un port qui ressemble à un port, même s'il est de plaisance, et qui apporte une touche d'intérêt, qui éveille l'intérêt. Je ne sais pas si c'est possible, hein. Peut-être c'est pas possible. Hein. On a réfléchi déjà à des mises en lumière, choses comme ça, etc. Mais si vous voulez, quand on voit le vieux port de Marseille, c'est jamais qu'un parking à bateau. Il faut regarder précisément. Effectivement, il y a de temps en temps des navettes qui vont vers le Frioul, mais on est aussi dans l'idée d'avoir avant tout cette scénographie générale. Vous voyez le rapport des quais entre le quai des Belges, etc. C'est aussi des bateaux qui sont mis en scène. C'est de l'eau qui est mise en scène, etc. Donc nous, c'est ce qu'on voudrait faire aussi. C'est-à-dire que l'ensemble des bâtiments invente une place, la place dont le centre est de l'eau, avec des bateaux. Mais à part ça, l'activité, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que tout ce rapport de proximité entre l'eau et tous les immeubles qu'on va inventer et ceux qui existent, c'est quand même une sorte de déambulation, d'objets spectaculaires. Et c'est vrai, dans l'activation, je parle encore de l'effet artisanal qui peut être important comme un port actif, un port de pêche. On va peut-être rester sur cette question ou cette ouverture. Ça illustrera bien tout le développement et l'évolution de la grande mode, parce qu'il me semble qu'on a vraiment parlé dans la durée, quoi, depuis le début de son origine jusqu'à maintenant. Et vraiment, je vous remercie parce que c'était passionnant et vous avez approfondi pas mal de sujets et qui font comprendre qu'une ville, elle se fabrique vraiment pas à pas, avec des domaines qu'il faut essayer de rassembler les uns aux autres. Merci beaucoup.